bonsoir et bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de là où vous êtes branchés. Cette formation ce matin, je commence par vous dire que je suis Abdia Charletin et je suis biologiste médical et j'ai passé mes 10 dernières années à travailler en tant que technicien biomédical et je me fais tout un plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur la question des équipements de laboratoire. Donc, juste avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre présence et aussi, je dois vous dire aussi que vous allez suivre attentivement. Si vous avez des questions, vous vous référez à la partie chat pour rentrer vos questions et donc on se fera le plaisir de vous répondre. Mais s'il arrive qu'on ne répond pas à toutes les questions et vous ne vous inquiétez pas et vous trouverez les réponses à vos questions sur notre site internet atmlh.com. Donc, la gestion des équipements de laboratoire. Ce qu'on va voir rapidement dans les 30 minutes qui est attribué à cette présentation, on va voir l'équipement de laboratoire, c'est quoi par définition. Équipement et matériel de laboratoire, c'est quoi la différence? La classification des équipements de laboratoire, la notion d'entretien, on va parler de la fréquence d'entretien des équipements de laboratoire, on va parler de la fiche de vie, ce que c'est, et qui devrait se charger de l'entretien des équipements de laboratoire, comment assurer la longévité des équipements de laboratoire, qui marche en cas de panne d'un équipement, et on va aussi parler des bénéfices d'une bonne gestion des équipements. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un équipement de laboratoire? C'est difficile d'attribuer une définition aux équipements de laboratoire, mais je vais essayer de vous dire en peu de mots que c'est un appareil qu'on utilise généralement pour procéder, et ce sont des appareils qui utilisent généralement des procédés biophysiques, par exemple des procédés optiques, des procédés qui servent à gérer la température et qui utilisent des façons de contrôler des cellules comme la cytométrie de flux. On entrera dans des détails plus approfondis. Ces équipements-là vont nous permettre d'obtenir un diagnostic biologique. Maintenant, c'est quoi la différence entre équipement et matériel de laboratoire? Généralement, on se pose toujours des questions, mais je vais vous répondre très simple. Un équipement de laboratoire, c'est un appareil qui traite un spécimen et qui nous permet d'avoir un résultat, c'est-à-dire il participe au traitement du spécimen, ce qui va nous permettre d'aboutir, bien sûr, à un résultat. Par exemple, quand vous faites une glycémie, on prend votre sang, on traite ce sang, on fait des procédés physico-chimiques qui va nous permettre d'aboutir à un résultat, et un équipement qui nous permet d'aboutir à ce résultat-là, on l'appelle un équipement de laboratoire. Et comme matériel de laboratoire, les matériels de laboratoire, ce sont des auxiliaires, c'est-à-dire sans ces derniers, on ne va pas pouvoir obtenir de résultats, mais ça ne va pas nous permettre d'avoir un résultat, mais ça nous aide à aboutir au résultat escompté. Maintenant, on va voir la classification des équipements de laboratoire. Les équipements de laboratoire sont classés en 3 grands groupes. Les équipements qui participent à la gestion de température, c'est-à-dire des équipements qui contrôlent la température, et ce contrôle de température va nous permettre de traiter le spécimen qui va nous conduire au résultat.
Généralement, ces équipements de gestion de température, on les appelle des incubateurs. Par exemple, un bain-marie. Généralement, et au laboratoire, on utilise des bains-maries. Les bains-maries nous permettent d'incuber un échantillon ou un spécimen à une température précise pendant un certain nombre de temps. Donc, il y a aussi des équipements qui sont dits des équipements optiques, par exemple les microscopes. Je sais que tout le monde va se référer aux microscopes, mais il est bon de savoir que aussi les spectrophotomètres sont aussi des équipements optiques parce que normalement, c'est un jeu de lumière qui nous permet d'aboutir à ces résultats. Les lecteurs qu'on utilise dans les méthodes d'ELISA et aussi dans le service de biologie moléculaire. Donc, tous ces équipements sont eux aussi des équipements optiques. En plus de nos équipements optiques, on a aussi les compteurs de cellules. Les compteurs de cellules utilisent plusieurs méthodes. Donc, prenons l'exemple des analyseurs automatiques d'hématologie. Et ceux-là aussi utilisent des compteurs, ce sont des compteurs de cellules qui utilisent plusieurs méthodes, dont on peut citer l'un d'entre eux qui est la cytométrie de flux. Fréquence d'entretien des équipements. Et les équipements, on les utilise pour avoir des résultats, bien sûr, mais il faut les entretenir. Un bon entretien des équipements de laboratoire va nous permettre d'avoir des résultats fiables. La fréquence, maintenant, on parle de maintenance journalier. Donc, pas la peine de vous dire que c'est une méthode qui se fait, c'est quelque chose qu'on doit réaliser tous les jours. Il y a les maintenances hebdomadaires. Ce sont des maintenances qu'on doit réaliser toutes les semaines. Et des maintenances mensuelles, des maintenances trimestrielles tous les 3 mois, des maintenances semi-annuelles, c'est-à-dire qui se fait tous les 6 mois, et des maintenances qui sont dites des maintenances annuelles. Il est important de dire que le laboratoire doit avoir un calendrier bien défini pour entretenir les équipements et aussi, il faut responsabiliser tous les acteurs qui vont utiliser les équipements à ce qu'ils respectent scrupuleusement le calendrier d'entretien préétabli par le staff management du laboratoire. Maintenant, la notion de fiche de vie. Une fiche de vie, c'est un document qui n'est jamais fini. C'est un document qui prend naissance depuis la réquisition du matériel. On va voir plus tard que le laboratoire doit avoir une politique pour acquérir les équipements. Donc, dès la réquisition de l'équipement, ce document on va commencer à le mettre en place et jusqu'à ce que l'équipement devienne obsolète et que on ne pourra, pour une raison ou pour une autre, plus utiliser ce dernier. Donc, maintenant, quelles sont les informations qui doivent se retrouver, qu'on doit retrouver sur une fiche de vie? Premièrement, il y a le nom de l'équipement, la marque et le modèle, dépendamment de l'équipement. On doit aussi numéroter et enregistrer le numéro de série de l'équipement. Certains laboratoires, lorsque un équipement arrive, donnent des codes par rapport au service que cela va trouver pour mieux retracer l'équipement. Donc, certains laboratoires octroient un code à chaque équipement. Donc, si le laboratoire a cette façon de faire, on doit aussi noter sur la fiche de vie le code de l'équipement. Il est important aussi de mentionner sur la fiche de vie la date où l'équipement est arrivé au laboratoire, donc la date de réception.
Autre chose importante, c'est la date de mise en service, c'est-à-dire la date où on a procédé à l'installation de l'équipement pour pouvoir assurer un bon suivi lors de l'utilisation de l'équipement. Il est important de pouvoir avoir les coordonnées du fabricant et ceci dans la mesure du possible. Les coordonnées du fournisseur si ces deux institutions ne, ne, ne sont pas complices. Donc, il faut avoir les coordonnées du fabricant d'une part et d'autre part, il faut avoir aussi les coordonnées du fournisseur. Il faut aussi avoir les coordonnées du service biomédical au cas où ce n'est pas le fournisseur qui assure le service régulier d'entretien et de réparation de l'équipement. On va en parler et plus approfondi. On va en approfondir beaucoup plus dans un autre slide à venir. Et aussi, il est important de noter l'état de l'équipement à la livraison. Parfois, on réquisitionne des équipements qui sont à l'état neuf. Parfois, certains laboratoires reçoivent des dons d'une autre institution qui utilisait déjà son équipement. Donc, il faut préciser, il est important de mentionner dans quel état est arrivé. Est-ce que c'est un équipement neuf? Est-ce que c'est un équipement usagé? Et si c'est usagé, il faut dire dans quel état. Par exemple, dans les transports, il peut y avoir un problème au niveau du transport et endommagement à l'arrivée. Donc, c'est important de noter que ça va servir aux différentes interventions. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que n'oubliez pas que j'avais dit tantôt que la fiche de vie, c'est un document qui n'est jamais fini. C'est un document qu'on doit compléter tout au long de l'utilisation de l'équipement. Donc, la fiche de vie doit être complétée au jour le jour, c'est-à-dire, et une fois qu'une intervention a été faite sur l'équipement, il est important de noter cette intervention. Donc, c'est important de noter au jour le jour. Le jour même, ne laissez pas à demain ce que vous avez à faire aujourd'hui. Si une intervention a été faite sur l'équipement, vous inscrivez sur la fiche de vie et toutes les interventions qu'on a pu réaliser sur l'équipement en question. Et il est important à noter que une fiche de vie est spécifique à un équipement. Par exemple, vous pouvez avoir deux équipements qui sont les mêmes, de la même marque, du même fournisseur, mais chaque équipement est un équipement et chaque équipement doit avoir sa fiche de vie. Et il est important aussi, il y a d'autres documents qui doivent compléter la fiche de vie. C'est-à-dire, ces équipements-là, ces informations-là, ce sont des informations qui vont être, qui vous seront livrées. Vous devez les archiver et les classer dans le document qu'on appelle fiche de vie, c'est-à-dire le contrat d'entretien. Si vous avez une autre institution qui fait l'entretien de l'équipement et la réparation, donc vous devez avoir un document formel qui dit que cette institution vous offre ce service. De ce fait, le contrat d'entretien doit être classé dans la fiche de vie. Aussi, la liste du personnel habilité à manipuler l'équipement. Il est important de souligner déjà, quoi qu'on aura à parler de cela dans un slide à venir, et lors de l'acquisition d'un équipement, il faut toujours imposer, de manière très douce, bien sûr, imposer à votre fournisseur de former votre personnel sur l'utilisation des équipements, surtout pour les automates, parce que chaque automate a sa spécificité. Donc, c'est important. On ne peut pas connaître tous les matériels. Donc, il est important
de demander aux fournisseurs d'offrir ce service de formation du personnel sur l'utilisation de l'équipement. Donc, ce personnel-là qui a été formé est habilité à le faire. Donc, il doit avoir un équipement, un document faisant partie de la fiche de vie qui dit qui sont habilités à manipuler cet équipement. Et aussi les job orders, c'est-à-dire les documents dit voici ce que la personne qui a intervenu sur l'équipement, voilà ce qu'il a fait comme travail, voilà quel était le problème et la solution est venue, mais voilà ce qu'on avait fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un job order et ce document-là, ce document qui est rempli doit être classé aussi dans la fiche de vie. Donc, en gros, c'est ça la fiche de vie. Et c'est un document qui doit être implémenté au jour le jour et c'est jamais fini. Et c'est jamais, on n'a jamais fini de travailler sur une fiche de vie. Comme je vous l'avais dit tantôt, c'est un document qui n'est jamais terminé et qui meurt avec l'équipement, si vous me permettez d'utiliser ce terme-là. Maintenant, qui est en charge de l'entretien de l'équipement? Je dois vous dire la première personne qui se charge de l'entretien d'un équipement de laboratoire, c'est premièrement l'utilisateur. La personne qui manipule l'équipement tous les jours. C'est l'utilisateur direct, donc le technicien de laboratoire, le technicien médical, le biologiste. Donc, c'est à lui d'assurer l'entretien régulier de l'équipement. Mais c'est quoi le niveau? La première chose, c'est l'entretien journalier. L'entretien journalier, c'est l'utilisateur qui le fait. OK? Les entretiens journaliers, c'est d'abord ce qui se fait tous les jours. Il faut dépoussiéreux et enlever les poussières sur l'équipement. Il faut passer les contrôles de qualité. Donc, c'est des choses qu'on doit faire tous les jours. On doit procéder au suivant. Le document qui vient avec donc il faut il y a l'entretien trimestriel. L'entretien trimestriel, ça va dépendre de l'équipement. Il y a la calibration et le service biomédical doit s'en charger de l'installation, de la formation du personnel, de l'entretien trimestriel dépendamment de l'équipement, de l'entretien semi-annuel, de l'entretien annuel et de la réparation aux besoins. Comment choisir un équipement? Comment assurer la longévité? Déjà, vous devez choisir votre équipement suivant les besoins du laboratoire, c'est-à-dire, vous devez avoir une politique d'acquisition d'équipement. Il faut exiger le fournisseur du service après-vente, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, avoir un calendrier d'entretien, avoir une source d'alimentation en électricité fiable, avoir une équipe bien formée et avisée pour l'utilisation de l'équipement. Maintenant, qui se charge de l'entretien? On l'a bien dit tout à l'heure, mais quelle est la démarche en cas de panne? Généralement, j'ai choisi de mettre panne entre guillemets et de le souligner. C'est parce que généralement, et par expérience, on a souvent des faux pannes. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, il faut essayer de trouver quel est le problème. L'utilisateur doit trouver ce que c'est le problème, vérifier et si ce n'est pas un problème d'électricité, c'est-à-dire si ce n'est pas un problème sur place, vérifier certains paramètres comme la calibration dans la mesure du possible, vérifier que les intrants ne sont pas expirés parce qu'on peut avoir un problème de résultat par rapport aux intrants qu'on utilise, c'est-à-dire les réactifs et les contrôles, et aussi du calibrateur. Toujours se référer au manuel de l'équipement. Il y a la partie troubleshooting qu'on doit toujours prendre en compte. Si cela vous dépasse vraiment, réellement, vous faites appel au service biomédical. Maintenant, quels sont les bénéfices d'une bonne gestion des équipements? C'est un,
et on va avoir une meilleure performance, on va avoir une meilleure qualité des résultats, diminution du prix de réparation, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de payer la réparation tout au long de l'utilisation de l'équipement, augmentation de la durée de vie de l'équipement, augmentation de la sécurité et aussi, et la chose la plus importante, c'est la satisfaction de l'utilisateur et aussi des clients. Donc, en conclusion, vos équipements ont besoin d'amour. Vous devez en prendre soin. Donnons-leur cet amour et vous obtiendrez toute leur affection. Merci de votre écoute et j'attends vos questions et vos réactions s'il y en a. Merci, M. Charlotin. Et bonsoir à tous. Et je rappelle que mon nom c'est McKinley Moïse. Je suis le modérateur du jour. Mais bien avant, il y avait déjà beaucoup d'interactions. Mais on va passer directement aux questions qui concernent la formation. Et déjà, il y avait une question de Chil Tegossi Chuli qui dit que est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une formation continue pour les personnels de laboratoire à chaque nouvel équipement sur le marché? Si oui, est-ce que la TMLH peut assurer ce genre de formation pour les personnels de laboratoire en Haïti? Donc, cette question a été adressée bien directement au présentateur, M. Charlotin. OK. Et comme je l'avais dit tantôt, il faut essayer dans la mesure du possible d'exiger le fournisseur, d'exiger au fournisseur et le service après-vente, c'est-à-dire la formation du personnel sur l'équipement. Parce que les équipements sont très spécifiques et vous pouvez avoir prenons l'exemple de plusieurs équipements d'hématologie, mais tous ces équipements n'ont pas la même façon de fonctionner. Donc, il est important à souligner que ce serait mieux à ce que c'est le fournisseur qui vous fait la formation et chaque nouvel équipement que vous allez acquérir, vous exigez à votre fournisseur d'assurer la formation du personnel qui aura à utiliser cet équipement. OK. Il y a une deuxième question de Chil Tegossi qui dit, M. Charlotin, qu'entendez-vous par source d'électricité fiable? OK. C'est simple. Une source d'électricité fiable, c'est une façon de c'est avoir des stabilisateurs. On connaît la réalité locale et on sait que notre électricité qui est arrivée dans nos habitats ont des fluctuations. Donc, il est important d'installer sur vos équipements des régulateurs d'électricité, ce qui va vous permettre, prendre les différents chocs électriques au lieu que c'est les appareils qui en encaissent directement. Allô? D'autres questions? Oui. Alors, il n'y en a pas d'autres pour l'instant, mais on invite bien sûr les participants à poser des questions dans la section chat, comme on l'a bien mentionné durant toute la semaine. Il y a Mme Marie-Caroline Lamar qui vous remercie pour la présentation, M. Charlotin. Merci. On vous invite bien sûr, les participants, à poser des questions. Il nous reste pratiquement 3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, sinon que des mots de remerciement, M. Charlotin. Il
y a une troisième question de Dief Privert. Il dit, M. Charlotin, qui est responsable de la partie robotique des équipements? OK. L'équipe biomédicale est censée former sur toutes les... une équipe biomédicale bien formée et devrait prendre en charge cette partie parce que ce qui est important, c'est pour cela qu'on insiste à ce que c'est les fournisseurs qui assurent le service biomédical. On encourage le plus que possible avec les fabricants et le fabricant lui-même qui prend le soin de former le, le personnel à faire ce que je veux dire, à prendre en mettre. Donc, il y a une nouvelle question de la part de Talib Elizer qui vous félicite d'abord pour la présentation. Et ensuite, elle vous demande comment peut-on savoir qu'un fournisseur est fiable et comment les choisir. OK. Comme je l'avais dit tantôt, il faut, et je conseille à tout un chacun d'avoir au niveau des laboratoires comment pourrais-je dire, une politique d'acquisition des équipements. C'est-à-dire, vous devez vous en renseigner et vous devez avoir toutes les informations nécessaires concernant l'équipement et concernant surtout le service après-vente. Ne pas acheter un équipement que vous ne savez pas si vous allez trouver les réactifs qui l'accompagnent. C'est-à-dire, vous assurer que le fournisseur, celui qui va vous vendre l'équipement, va vous offrir les réactifs qui vont avec et aussi l'installation, la formation de du personnel qui va l'utiliser et aussi s'assurer que si votre appareil tombe en panne, il est à même de le réparer. Donc, il est important de vérifier la certification du fournisseur concernant l'équipement. C'est-à-dire, s'il dit qu'il représente un équipement pour un pays ou pour une zone, il faut que ce dernier soit à même de prendre en charge tout ce qui va avec l'équipement. Et je pense que s'il y a d'autres questions, on va les répondre directement sur le site de l'association. Merci beaucoup de votre écoute et je remercie notre public qui a consenti de nous accorder leur temps. Et l'ATMLH est vraiment contente de vous avoir pour cette formation. Et j'en profite pour vous annoncer que demain, l'association aura un live Facebook. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous prie de consulter le site de l'association. Et pour toutes les 5 formations qu'on a eues cette semaine, ces formations seront disponibles sur le site de l'association avec les réponses. D'ici la fin de la journée de demain, on va faire de notre mieux pour que ça soit fait. Et aussi, je vous exhorte à suivre les consignes par rapport au coronavirus. C'est un combat qu'on doit tous mener ensemble. Restez à la maison le plus possible. Lavez-vous. Si vous êtes obligé de sortir, s'il vous plaît, portez des masques. Faites le nécessaire pour qu'on passe ce moment difficile, pour qu'on passe cette phase de la vie. C'est tout nouveau pour nous, mais on doit en faire face. Donc, bon courage, bon travail et surtout, protégez-vous. Je vous aime beaucoup. Bye. D'accord, je vous félicite pour cette présentation.